à La Rochelle l'après-midi entre 2 à Strasbourg et 15 degrés à Nice. Il est 18h17, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Sébastien Krebs, vous recevez à présent Gérard Longuet, ancien ministre et sénateur Les Républicains de la Meuse. Bonsoir Gérard Longuet. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous ce soir. On va parler bien sûr des vœux d'Emmanuel Macron et de ce que vous pensez, vous, de cette réforme des retraites. D'abord, quand même, un mot sur Carlos Ghosn et cette fuite rocambolesque dont on parlait dans le journal. L'ancien patron de Renault-Nissan qui est parvenu à quitter le Japon où il était pourtant en résidence surveillée. Vous, Gérard Longuet, vous appeliez à ce qu'il puisse partir. Vous avez signé une tribune il y a quelques semaines dans le journal du dimanche avec d'autres parlementaires, Christian Jacob notamment, pour demander à ce qu'il puisse être jugé en France. Ça veut dire que vous estimez qu'il a bien fait de fuir la justice japonaise ? Oui, je pense en effet que la justice japonaise est quand même très singulière, puisque depuis 1 an, M. Ghosn était soit détenu, soit retenu chez lui dans des conditions très particulières, sans avoir pu à un seul moment s'exprimer et donner son point de vue. Alors je me garderai bien de porter un jugement sur ce qui est reproché à M. Ghosn. Je constate simplement que nous avons l'habitude en France, malgré tout, d'avoir une justice contradictoire, où l'on peut entendre le point de vue des uns et des autres. Manifestement, ce n'est pas le cas au Japon. Il a été interrogé, ensuite, il a pu répondre à des questions quand même. Il a pu répondre à des magistrats, mais il n'a pas pu parler à des journalistes, il n'a pas pu parler à ceux qui auraient pu donner des informations, et en particulier, il n'a pas pu, comme il l'a fait aux États-Unis, où il a, sur des faits identiques, et on lui a infligé une amende de $100,000, ce qui est important pour chacun d'entre nous, mais qui n'est évidemment pas à la mesure de ce qui lui est reproché au Japon. Donc il y avait un déséquilibre de traitement, et quand on sait, et d'ailleurs les Japonais nous l'ont dit, que lorsque le parquet japonais réclame quelque chose, il est suivi à 99% des cas, on découvrait une justice un peu surprenante qui n'est pas dans nos habitudes. En clair, vous estimez qu'un procès au Japon, s'il était resté là-bas, n'aurait pas été équitable ? Je ne suis pas capable de porter un jugement aussi péremptoire et définitif, je me garderai bien de dire. Je constate simplement que jusqu'à présent, et contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, le prévenu, car c'est un prévenu, n'a pas été en mesure de s'exprimer publiquement. Sans doute va-t-il le faire maintenant. Il dit s'être libéré de la persécution politique. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient qu'il y a de la politique derrière tout cela ? En tous les cas, il y a des enjeux de pouvoir. Il est évident que la réussite de Carlos Ghosn est spectaculaire, au service d'une grande entreprise française, Renault, pour constituer un groupe d'importance mondiale. Il a suscité sans doute des passions, des enthousiasmes excessifs peut-être, et puis là, une hostilité que je crois aussi excessive. Vous cautionnez le fait qu'il s'enfuit comme ça et qu'il aille se réfugier au Liban, qui est un pays ami pour lui, où il a beaucoup de soutien, et où il pourra échapper à un procès et vivre une vie tranquille ? C'est un autre... D'abord, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout ce que le Liban va dire. En général, un pays n'extrade pas ses nationaux. Les juges, ses ressortissants. Les juges sur place, c'est le cas de la France, et c'est sans doute le cas du Liban. Mais le Liban, c'est très impliqué dans cette affaire, sans doute avec des informations que je ne dispose pas. Qui l'a aidé, à votre avis ? Comment a-t-il pu s'échapper ? Alors ça, c'est tout à fait rocambolesque, et c'est à la mesure d'un personnage qui, il faut bien le reconnaître, est tout à fait exceptionnel. Il est né brésilien, il a fait ses études en partie au Liban, en France, où il est diplômé des plus grandes écoles d'ingénieurs, Polytechnique, je crois, Corps des Mines sans doute. J'étais en train de vérifier. Mais donc ça suffit pour pouvoir s'échapper d'un pays comme le Japon ? Ça veut dire que c'est un homme certainement imaginatif et combatif. Alors, il n'est pas à exclure qu'il ait bénéficié de soutien, y compris au Japon. Parce qu'après tout, cette affaire est une affaire extraordinairement compliquée et on ne sait pas quels en sont à cet instant les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça ne donne pas l'impression d'un certain pouvoir de l'argent qui peut échapper à la justice? Il est certain que si Carlos Ghosn avait été un smigard, il n'aurait pas eu les moyens, il n'aurait pas non plus fait l'objet d'une telle pression. Je pense objectivement que tout est hors de mesure dans cette affaire.
Et que pensez-vous de ce que dit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui dit ce soir personne ne doit s'exonérer de la bonne application de la loi? Qu'est-ce qu'il doit faire, Carlos Ghosn? Est-ce qu'il doit malgré tout, à un moment, comparaître quelque part? On peut aussi se poser la question de la façon dont la France a, je dirais, soutenu un ressortissant. Il se trouve que Carlos Ghosn a une nationalité libanaise, française, je crois également, brésilienne peut-être. Le Liban a l'air de s'intéresser à lui. La France était dans une situation sans doute difficile parce qu'après tout, l'État français, je vous le rappelle, est administrateur de Renault et les administrateurs de Renault, plus que d'autres, auraient dû tirer le signal d'alarme s'il y avait eu matière à. Or, il se trouve que cela n'a pas été fait. L'État français n'est pas dans une situation extraordinairement confortable. Gérard Longuet, je voudrais qu'on parle quand même avant de se quitter du contexte social. 27 jours de grève aujourd'hui. Emmanuel Macron s'exprime tout à l'heure à 20h pour ses vœux du 31 décembre. À votre avis, que doit-il dire? Quelle posture doit-il prendre? Alors, pour moi, c'est une interrogation totale. J'ai une vraie curiosité de savoir ce qu'il peut dire, parce que la réforme des retraites est une nécessité absolue. On vit plus vieux, il y a moins de jeunes, la croissance est faible. Si l'on veut maintenir le pouvoir d'achat, il faut travailler un peu plus longtemps. Maintenant, le gouvernement s'y est pris d'une façon assez curieuse, puisqu'il a à la fois une opposition massive d'une fraction syndicale importante, y compris la CFDT. Il lâche chaque semaine, il égrène un petit chapelet de concessions pour des régimes particuliers qu'il prétendait supprimer. On est, pour être franc, sur une réforme qui est nécessaire, dans une méthode et une conduite qui est pour le moins déconcertante et qui incite les uns et les autres à continuer. Mais alors que faut-il faire? Tenir bon, quitte à faire durer encore la grève? De toute façon, je ne pense pas qu'il puisse renoncer à sa réforme. Il peut modifier cette réforme. Je vous rappelle que cette réforme, personne ne la connaît puisqu'elle n'est pas déposée au Conseil des ministres. Elle n'est même pas d'ailleurs présentée au Conseil d'État, je crois, pour l'examen préalable pour la validité juridique. Donc nous parlons d'une réforme un peu comme l'Arlésienne. On en connaît les grandes lignes depuis le discours d'Édouard Philippe quand même. Depuis le 19 décembre. On en connaît les grandes lignes, mais on s'aperçoit que pour les policiers, c'est pas tout à fait la même chose. Pour le personnel navigant aérien, c'est pas tout à fait la même chose. On s'aperçoit que pour les enseignants, il faut, et c'est juste, mesurer les effets du changement des règles de calcul des retraites et sans doute remettre en cause leur système. Mais ne faut-il pas négocier pour avancer, essayer de sortir de cette crise? Négocier avec des gens qui n'ont l'intention, avec qui, c'est ça toute la difficulté du gouvernement, c'est d'avoir des interlocuteurs. Il a le Parlement avec qui il peut discuter et débattre. Après tout, c'est le rôle du Parlement que de voter la loi. Mais les positions syndicales aujourd'hui, elles sont très claires. Refus absolu de la CGT et de FO et hostilité à l'âge pivot de la CFDT, donc les marges de manœuvre avec les interlocuteurs habituels sont faibles. J'ajoute que le patronat est assez silencieux, parce qu'après tout, il a que des coups à prendre dans cette affaire, et donc le gouvernement et le président de la République en particulier se retrouvent bien seuls face à une réforme qui est indispensable et absolument nécessaire pour le pays tout entier, mais il s'y est pris comme un manche. Donc ce que je comprends, c'est que vous appelez à encore plus de fermeté et de détermination dans le discours du président ce soir. Non, moi j'ai passé l'âge de la fermeté et de la détermination, j'aurais simplement de la clarté, savoir dire très clairement on vieillit, on vit plus longtemps, tant mieux. Il y a moins de jeunes, hélas. La croissance est faible, on le constate. Eh bien, il faut en tirer des conséquences. On sait que vous citiez cet âge pivot de 64 ans qui a été le point de blocage avec la CFDT, qui aurait pu être un allié pour le gouvernement. Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut jouer et qu'il faut un geste d'ouverture? Est-ce qu'il faut dissocier les deux parties de la réforme? On peut parfaitement, oui, alors vous avez tout à fait raison, la réforme est à la fois structurelle, c'est-à-dire créer le système par points, universel, et elle est en même temps paramétrique, pour prendre un mot savant, c'est-à-dire on tourne les boutons pour savoir si on travaille plus longtemps, combien d'années, on commence à quel âge, on termine à quel âge. Eh bien, faire les deux en même temps, c'était peut-être trop, mais ce qui est prioritaire, eh bien, c'est l'équilibre entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'aujourd'hui, au régime de retraite existant,
cet équilibre est trop défavorable. Il ne permet pas de financer le niveau de retraite. Donc il faut travailler un peu plus, quelles qu'en soient les modalités. Alors âge pivot, bonus, malus, il y a quand même pas mal de facteurs de négociation. Par exemple, s'il y a un malus, quelle est son importance? S'il y a un malus, est-il stable ou peut-il être remis en cause en diminution naturellement en cas de croissance plus forte? Eh bien, le gouvernement a quand même suffisamment de paramètres à faire bouger pour négocier. Encore faut-il qu'il ait des interlocuteurs, encore faut-il qu'il ait, mais qu'il négocie ne serait-ce qu'avec lui-même, puisque le gouvernement n'est pas toujours très uni, avec le Parlement, parce qu'après tout c'est notre rôle, députés et sénateurs, avec les partenaires sociaux qui acceptent de ne pas se bloquer sur des formules de principe et qui s'occupent de la réalité des choses, c'est-à-dire quelle retraite pouvons-nous payer et à quel prix. Et il a beaucoup de travail à faire. Je ne pense pas que d'un coup de baguette magique, ce soir à 20h, le président Macron dissipera tous les doutes. Disons que la seule chose que je lui demande, c'est en effet d'indiquer très clairement qu'il veut cette réforme et qu'il acceptera naturellement les propositions qui lui seront faites, à condition de ne pas remettre en cause les évidences. Il faut travailler un peu plus dans ce pays. Voilà, on suivra ça, ces vœux présidentiels à 20h, en direct évidemment sur Europe 1, édition spéciale jusqu'à 20h30. Merci Gérard Longuet d'avoir été en direct avec nous ce soir, sénateur